Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. La France est le pays européen possédant le plus de communes, avec près de 35 000 au total. Alors parmi ces communes, on connaît tous les villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Nevers, mais en vrai la majorité des communes de France sont des villages. Alors 99% de ces villages sont ordinaires avec leur boulangerie et leur bar PMU, mais dans cette vidéo, on va se pencher sur le 1% restant au travers de 5 villages uniques de par leur beauté, leur histoire ou encore leur tradition. Avant que la vidéo commence, je voulais savoir, vous avez fini d'acheter vos cadeaux de Noël, vous? Si ce n'est pas le cas et que vous avez un proche passionné d'histoire, je vous recommande fortement le sponsor de cette vidéo, les éditions Phoenix. Cette maison d'édition française conçoit des livres retraçant des périodes de l'histoire de France, comme la Révolution ou les Croisades, mais aussi contant l'histoire de personnages emblématiques comme Louis XIV, Jeanne d'Arc, Napoléon ou Clovis. Les livres sont d'une qualité folle, avec couverture cartonnée et dorure, le tout produit en France. Moi par exemple, j'ai jeté mon dévolu sur l'histoire de France de Jacques Bainville, retraçant l'histoire de notre pays, de la Gaule à la Première Guerre mondiale. Pour les fêtes, tous les livres des éditions Phoenix sont à 40 € avec la livraison à 1 centime, en sachant qu'une partie des bénéfices sont reversés à différents projets de la Fondation du Patrimoine. Offrir un cadeau tout en faisant une bonne action, c'est magnifique. Merci aux éditions Phoenix de soutenir la chaîne, et nous on part visiter ensemble 5 villages français uniques en leur genre. On va commencer cette vidéo en parlant d'un des plus beaux villages de France. Il existe plusieurs centaines de villages magnifiques en France, dont 176 adhèrent à l'association des plus beaux villages de France, dont vous avez sûrement déjà vu les panneaux. Parmi ces 176 villages, 12 ont remporté le concours du village préféré des Français, émission de télévision présentée par Stéphane Bern sur France Télé. Et parmi ces villages, on retrouve le lauréat 2013, Eguisheim. Alors cette vidéo me fait particulièrement plaisir vu que je peux enfin vous parler d'Eguisheim, le village où j'ai passé une immense partie de ma vie, mon chez-moi tout simplement. Situé à 10 minutes de Colmar dans le département du Haut-Rhin, Eguisheim est peuplé par 1700 Éguissiens et est très connu dans toute la région pour ses remparts circulaires donnant une forme cylindrique à la ville vue du ciel. On retrouve d'ailleurs dans les remparts le pigeonnier, qui est sûrement le lieu le plus iconique du village. On retrouve aussi à Eguisheim sur la place principale la fontaine et la chapelle Saint-Léon, qui sont un hommage à Bruno d'Eguisheim, qui deviendra le pape Léon IX entre 1049 et 1054. Il y a donc eu un pape alsacien et il venait d'Eguisheim. Dernière petite anecdote pour finir de vous convaincre de venir visiter ce village, Eguisheim a inspiré le village de Belle dans le film Disney La Belle et la Bête, sorti en France en 1992. Les scénaristes de la firme américaine ont voyagé en Europe pour s'inspirer de l'architecture du vieux continent, l'Alsace et plus particulièrement Eguisheim, les ayant grandement inspirés pour ce film en particulier. Bref, n'hésitez pas à venir visiter Eguisheim, son marché de Noël et son ambiance si pittoresque comme le font plus de 700 000 personnes chaque année. Certains villages ne sont pas aussi beaux qu'Eguisheim, mais ont vu naître des objets qui ont révolutionné notre quotidien. Parmi ces objets, on en retrouve un qui a changé notre façon de cuisiner, la cocotte minute. On va donc parler du berceau de la cocotte minute, Selonget. Ce grand village de 2300 habitants est le lieu de naissance d'une entreprise que vous connaissez tous, SEB, géant de l'électroménager. La Société d'emboutissage de Bourgogne, dont l'abréviation a donc donné SEB, a été créée en 1857 par Antoine Lescure, dont l'atelier se trouvait à Selonget. L'entreprise reste familiale jusqu'à son avènement après la Première Guerre mondiale. Leur premier produit phare, c'est ce passe-lait embouti avec tamis interchangeable, permettant d'écrémer le lait de la ferme et de récupérer le beurre. Mais ça ne suffit pas aux frères Lescure, qui lancent en 1953 la Super Cocotte. D'ailleurs, petit fun fact, le terme cocotte minute est une marque déposée par SEB. Normalement, le vrai terme, c'est autocuiseur, mais comme Sopalin ou Abribus, les gens ont gardé la marque déposée. La cocotte minute est une vraie révolution permettant d'économiser du temps et de l'énergie. C'est tellement révolutionnaire qu'elle atteint les 130 000 ventes en 1954, puis les 500 000 en 1960. L'entreprise croît fortement, rachetant des concurrents et produisant de l'électroménager pour toutes les pièces de la maison dans le monde entier. Aujourd'hui, le groupe SEB est un mastodonte possédant des marques comme Roventa, Krups, Moulinex, Tefal ou encore Calor. Concernant Selonget, on retrouve toujours une usine de SEB dans le village, employant 450 personnes, le tout produisant plus d'1 million d'ustensiles de cuisine. SEB reste fier de ses origines bourguignonnes et permet à ce village de rayonner dans la France entière. On est allé dans beaucoup d'endroits de France dans mes vidéos, mais très rarement en Corse.
Petite question pour vous, est-ce que vous avez déjà vu ce village corse? Je vous mets quelques petites photos pour vous aider. Non, c'est le village de Cariolou. Et Cariolou, en fait, c'est ça, un village miniature. Situé dans le village de Castello di Rostino, en Haute-Corse, Cariolou est l'œuvre d'un passionné, Jean-Claude Marchis. Ancien fromager du village, il commence son œuvre en 1993 car son fils lui a dit qu'il serait incapable de recréer le Ponte Novo, pont hyper symbolique du village et de la Corse, puisque c'est ici qu'a eu lieu la bataille de Ponte Novo le 9 mai 1769, opposant les Français aux indépendantistes corses. Les Français remportent cette bataille et donc récupèrent l'île, ce qui mettra fin à la République corse. Bref, Jean-Claude, il se met dessus pendant 2 mois et il réalise une réplique du pont en ardoise et en schiste. Puis après, c'est simple, il ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, Cariolou ressemble à un vrai petit village corse, avec son église, son lavoir, son moulin, son petit cours d'eau et sa tour génoise. D'ailleurs, le nom Cariolou se réfère à un ancien village corse situé proche de Ponte Novo qui a disparu au milieu du XVIIe siècle. La détermination de Monsieur Marchis est sans faille. Voici Cariolou en 2012 et voici Cariolou en 2021. C'est à se demander où il va pouvoir rajouter ses nouvelles créations. De nos jours, Jean-Claude reste l'architecte, le maçon et l'agent d'entretien de Cariolou, ce village attirant de nombreux touristes, ce qui aura permis de mettre sa petite localité de Ponte Novo sur tous les itinéraires touristiques corses. Pour ce 4e village, on va se rendre dans le Loiret, non loin d'Orléans, pour parler de Saint-Martin-d'Abat. Rien à voir avec l'île de Saint-Martin dont on a parlé la semaine dernière sur la chaîne. Avec ses 1800 habitants et une église classée aux monuments historiques, Saint-Martin-d'Abat fait partie de la région naturelle du Val-de-Loire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Mais c'est pas pour ça que le village est connu. Il l'est plutôt pour un objet que l'on possède tous chez nous et que l'on voit presque tous les jours. Saint-Martin-d'Abat est le village des boîtes aux lettres. Alors ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup, mais surtout parce que plusieurs centaines d'entre elles sont richement décorées. Certaines sont peintes, d'autres ont la forme d'anciens téléphones, de pompes à essence, de diners américains, de tonneaux de vin, de carottes, d'écoliers, de coyotes ou encore de palettes de peinture. Alors, cette idée de boîte aux lettres personnalisée vient de Michel Lafeuille. Arrivé dans le village en 1990, il voulait créer quelque chose permettant de différencier Saint-Martin et de faire participer les habitants du village. Il propose son idée de boîte aux lettres personnalisée au maire en 1996, qui valide sa démarche. Saint-Martin-d'Abat devient officiellement le village des boîtes aux lettres en 2001 et ils organisent la fête aux boîtes aux lettres chaque année, organisant un concours pour savoir qui a la plus belle boîte aux lettres du village. En 2022, c'était celle-ci, mélangeant parapente et couture. En 2021, celle-ci, avec beaucoup de légumes. En 2020, la fameuse boîte aux lettres en forme de cible de tir à l'arc. Et en 2019, ma préférée, la boîte aux lettres cage à poule. La créativité des Abassiens est absolument folle et je pourrais passer toute la vidéo à vous montrer la boîte aux lettres avec Gargamel et son chat, celle en forme de pirate, celle en gazinière, celle en radar, celle en batterie ou encore celle en hélicoptère. Aujourd'hui, de nombreux touristes viennent découvrir les boîtes aux lettres de Saint-Martin-d'Abat. Michel Lafeuille a lui reçu la médaille d'or du tourisme en 2019 par le département et avec son association Saint-Martin-d'Abat Demain, il souhaite créer un musée sur le letterbox art, l'art de la décoration de boîtes aux lettres. On va finir cette vidéo avec un village dont l'histoire est liée au monde du sport, Luznac. Village ariégeois proche d'Andorre, peuplé par 500 habitants, Luznac est tout d'abord reconnu pour son talc, ce qu'on met sur les fesses des bébés par exemple. On retrouve même dans le village un téléphérique permettant de descendre le talc extrait depuis la carrière de Trimoons, l'une des plus importantes de la planète. Luznac est aussi connu pour son équipe de football, le LAP Luznac Ariège Pyrénées, qui a tutoyé les étoiles avant de sombrer. Club fondé en 1936, le LAP est vraiment un club amateur de village, comme il en existe des milliers en France, évoluant donc principalement au niveau régional. Cependant, au tournant des années 2000, le petit club arrive au niveau national, en CFA2, la 5e division, puis en CFA, 4e division, ce qui est un véritable exploit. Aujourd'hui encore, Luznac est le village le moins peuplé ayant accédé à la CFA. Rien ne semble les arrêter, car après une saison 2008-2009 exceptionnelle, les Luznaciens sont promus en national, 3e échelon du football français, et deviennent donc le plus petit village ayant joué à ce niveau. Tout le monde pense que Luznac va descendre rapidement, mais non. Malgré la délocalisation de ses matchs à Foix, le stade de Luznac n'étant pas adapté, les joueurs du LAP restent 5 saisons en national et donc ce petit village ariégeois de 500 âmes va jouer des matchs contre Strasbourg, Orléans, le Paris FC, Amiens ou Boulogne-sur-Mer. D'ailleurs, un ancien champion du monde 98 rejoint l'aventure du LAP en 2012, Fabien Barthez, qui est un ami du président et ariégeois d'origine. Il occupera le poste de directeur général.
Bon, tout le monde se dit que c'est déjà un miracle que l'Uznac soit à ce niveau. Peuvent pas faire mieux, non? C'est une question rhétorique. Évidemment qu'ils ont fait mieux. L'Uznac finit deuxième du national en 2013-2014 et va donc jouer en Ligue 2 la saison prochaine et devenir pour la première fois de son histoire un club professionnel. Pour rappel, on peut mettre 134 fois la population de l'Uznac dans le stade Vélodrome. Ça vous donne l'ampleur de l'exploit. Malheureusement, c'est ici que l'histoire devient tragique. Le stade de Foix ne suffit pas pour la Ligue 2 et malgré un accord pour utiliser le stade Ernest Vallon de Toulouse et un budget de plusieurs millions, la Ligue de football professionnel considère que toutes les conditions ne sont pas réunies pour accepter le club en Ligue 2. Décision validée malgré quelques recours juridiques. Bon, tant pis, ça laissera le temps au club de se structurer une saison de plus en national, on peut se dire. Sauf que le championnat a déjà débuté, et donc la fédération refuse de réintégrer l'Uznac. Le Luznac Ariège-Pyrénées retourne donc en Régional 2, 7ème division, alors qu'ils auraient pu jouer en 2ème division. Vous voulez savoir ce qui est le plus triste dans cette histoire? En 2019, la Cour d'appel de Bordeaux annule la décision de la LFP. Le club de l'Uznac aurait dû, avec les documents qu'ils ont fournis, jouer en Ligue 2 en 2014-2015. Cette décision étant aussi validée par le Conseil d'État en 2020. Aujourd'hui, le LAP existe toujours, jouant en Régional 1, 6ème division, et certains membres de l'équipe ayant accédé à la Ligue 2 en 2014 sont des visages familiers des fans de football, comme Nicolas Dieuze, Khalid Boutaïb, Andedona Endo ou l'entraîneur Christophe Pellissier. La bien triste histoire d'un tout petit village ariégeois dont le club a atteint des sommets juste avant de connaître l'enfer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur 5 villages français hors du commun. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me partager des villages français insolites dans les commentaires pour un potentiel épisode 2. Merci encore une fois aux éditions Phoenix pour leur soutien. N'oubliez pas que leurs livres sont en réduction pendant les fêtes, ce qui permet de faire un super cadeau à un proche passionné d'histoire. Vous pouvez aimer et partager la vidéo si elle vous a plu, venir me suivre sur mes réseaux sociaux et un grand merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Ça se passe sur Tipeee ou via le bouton rejoindre juste à côté de celui pour s'abonner. À la prochaine dans la Géozone. Ciao!